Bienvenue dans l'exposition Sans fin la fête, une exposition consacrée aux années pop de l'illustration et qui est ouverte ici, à la Bibliothèque de la Part-Dieu, jusqu'au 25 juin de cette année. Il y a 50 ans, la Bibliothèque de la Part-Dieu sortait de terre. Et il y a 50 ans, des éditeurs, des illustrateurs et des illustratrices allaient révolutionner le monde de l'édition jeunesse, avec pour mot d'ordre cette phrase de François-Ruy Vidal, « Il n'y a pas d'art pour enfants, il y a l'art ». Principalement deux éditeurs, François-Ruy Vidal et Arlene Quist, vont proposer aux enfants une nouvelle manière de faire des livres. Ils vont se méfier de ce qu'ils appellent les spécialistes de l'enfance et faire appel à des auteurs ou à des illustrateurs qui n'ont justement jamais travaillé pour la jeunesse. François-Ruy Vidal veut proposer des livres courageux, des livres qui disent la vérité. Et pour cela, il fait confiance au talent de ces artistes qui peuvent s'adresser directement à l'intelligence et à la sensibilité des enfants pour les aider à grandir et aborder avec eux des sujets délicats ou difficiles. Les Télémorphoses d'Alala sont un de ces albums qui a profondément marqué cette époque. En effet, on peut voir dans cet album écrit par Guy Montréal et illustré par Nicole Claveloux, pour la première fois dans la littérature jeunesse, un couple mixte avec le prince Rodolphe d'Alcantara et sa femme Anna et une petite fille métisse, Alala, qui a décidé de changer le monde. En effet, Alala incarne ces enfants pleins de vivacité et de curiosité et qui refusent de rester spectateurs. Alala plonge dans son poste de télévision et décide d'interagir avec l'histoire en y mettant un joyeux bazar. Et au-delà de Nicole Claveloux, qui fait donc ses premiers albums pour ce label qui s'appelle Les Livres d'Arlene Quist, c'est toute une génération d'illustrateurs qui vont l'accompagner. On retrouve Henri Galeron, Bernard Bonhomme, France de Ranchin et puis plus tard Claude Lapointe. Mais tous ces gens émergent en fait à ce moment-là et sont entre guillemets découverts par François-Ruy Vidal et Arlene Quist. Nous avons la chance dans cette exposition de pouvoir vous présenter de nombreux originaux rarement montrés qui sont issus du Fonds de l'Or Joyeuse de la médiathèque Françoise Sagan et du Musée de l'Illustration Jeunesse de Moulins. Au-delà des albums jeunesse, la presse s'est aussi intéressée à cette nouvelle génération d'illustrateurs. Parce qu'à cette période s'invente cette nouvelle série de magazines que vous connaissez bien, qui sont Pomme d'Api, Okapi, Astrapi, au sein de Bayard Presse. Et cette presse donc va s'intéresser à qui a des choses nouvelles à dire aux enfants, va s'intéresser à cette toute nouvelle génération d'illustrateurs et va les faire travailler donc d'abord dans Pomme d'Api et puis ensuite surtout dans Okapi, dans les différentes versions qu'Okapi va prendre à cette époque-là, et en faisant travailler donc à la fois les illustrateurs dont on vous a parlé, mais également les graphistes, avec Patrick Couratin, qui est par ailleurs graphiste pour les livres d'Arlene Quist, qui va devenir, au début des années 80, le directeur artistique donc, de la revue Okapi, considérée à l'époque, comme le disaient les critiques, comme étant la plus belle revue du monde. Nous avons choisi de vous présenter la collection 3 pommes, O comme 3 pommes, que François-Ruy Vidal a dirigée pour les éditions Grasset Jeunesse, car il souhaitait pour cette collection des recherches autour de la couleur qui soient peu courantes dans l'édition jeunesse. Et vous avez du coup des choix de couleurs extrêmement sourdes et extrêmement inhabituelles qui ont marqué l'époque et qu'on a voulu rassembler dans cet ensemble, puisque tous les livres font la même taille et qu'il y a un effet de collection qui fonctionne assez bien. Vous avez comme ça des violets et des rouges qui sont côte à côte, vous avez même des couvertures noires, tout ce genre de manière de faire des livres pour enfants qui, à nouveau, et cette fois formellement, sont très différentes de ce qui pouvait se faire dans l'édition courante pour la jeunesse à cette époque-là. De la même manière, et au même endroit, nous avons souhaité vous présenter la façon dont les illustrateurs parfois, mais souvent les graphistes qui travaillaient avec ces éditeurs, ont proposé une façon un petit peu parfois iconoclaste et parfois graphiquement innovante de réaliser des albums pour les enfants. Nous avons donc une rangée avec des couvertures de livres où vous voyez que parfois l'illustration disparaît pour laisser le texte entièrement, ou alors les typographies sont travaillées d'une manière assez extravagante.
Ensuite, sur la rangée du dessous, vous avez les pages de garde du livre, qui sont parfois des choses relativement anecdotiques pour certains éditeurs, mais pas pour eux, puisqu'on a souvent des créations originales qui sont uniquement destinées à ces pages de garde, qui ne sont pas simplement des reprises d'illustrations qui sont à l'intérieur du livre. Ensuite, nous continuons à rentrer dans l'album, en arrivant à la page de titre. Et là, c'est pareil, on a un travail de typographie qui est assez soigné, assez extraordinaire, qui était à l'époque l'apanage des beaux livres pour adultes, des livres d'art. Et là, pour la première fois, on a la richesse de ce travail, et ce qui va beaucoup impressionner le public, qui est destiné aux enfants. Et de la même manière, sur la dernière ligne, nous vous avons présenté des doubles pages pour que vous voyez quels sont les rapports texte-image, les différents rapports texte-image qui sont possibles et qui sont toujours très inventifs en fonction des maquettes proposées, comme je vous disais, soit par les illustrateurs, soit par les graphistes eux-mêmes. Saviez-vous que Marguerite Duras et Eugène Ionesco avaient publié des albums pour la jeunesse? A. Ernesto et 4 contes pour enfants de moins de 3 ans sont des textes incroyables que nous vous invitons à découvrir dans l'exposition qui dénonce avec malice l'absurdité du monde des adultes. Pendant les mêmes années 70-80, le pendant musical des livres dont nous vous parlons dans cette exposition est le label Chevance. Et ce n'est pas un hasard si nous retrouvons les mêmes illustrateurs qui vont réaliser les couvertures de ces disques, mais également parfois de véritables pop-up, en tout cas toujours des formes extrêmement généreuses à destination des enfants à nouveau. Dans cette partie de l'exposition, nous avons voulu vous raconter comment les liens entre Paris et New York ont été intenses dans cette période. Les grands graphistes, illustrateurs new-yorkais ont une influence considérable sur l'univers notamment de la publicité à cette époque-là, dont je vous ai dit que la plupart de ces illustrateurs français étaient issus. D'un autre côté, nous avons des créateurs de livres pour enfants, toujours à New York, qui vont créer des albums qui vont avoir une influence considérable, comme Max et les Maxi-Monstres de Maurice Sendak ou les livres de Tommy Ungerer. Assez naturellement, les Français vont venir à New York pour rencontrer leurs maîtres, des fois travailler avec eux. D'un autre côté, vous allez avoir des expositions de ces grands maîtres du graphisme américain qui vont avoir lieu au Musée des Arts Décoratifs à Paris ou dans différentes galeries et qui vont considérablement influencer. Donc ce sont ces allers et retours en fait que nous avons ici racontés à l'aide donc de dessins originaux, de reproductions, de films d'animation et également d'albums dans leurs éditions originales. Cette plongée dans l'enfance des années 70 nous interroge aussi sur ce que créer pour l'enfant veut dire. En visitant cette exposition, vous rencontrerez des artistes qui ont véritablement su se mettre à hauteur d'enfant, c'est-à-dire immensément libres, créatifs, sincères et courageux. Nous vous invitons donc à visiter cette exposition à la Bibliothèque de la Part-Dieu à Lyon.